Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Si vous êtes d'accord, je vous embarque pour vous présenter le journal de la rédaction. Risque de feux de forêt extrême au pays, sécheresse depuis plus de 4 mois. Les conséquences sur les ressources en eau se font sentir. Certains forages sont à sec. À Koné et à Poum, où la situation est critique, on cherche des solutions. C'est la fin du rêve pour nos Cagous. Hier soir, ils se sont inclinés 5-0 contre le Honduras. Nous reviendrons sur ce deuxième match et Jamie Waimo sera sur ce plateau pour nous dresser le bilan de cette Coupe du Monde des U17. À vous de juger, un spectacle pas comme les autres. Ce samedi à Forteramba, l'association Marguerite fêtera ses 30 ans de son et lumière. Nous avons suivi une répétition. Attention, la cavalerie est de sortie. Inscrire les remèdes ancestraux sur un registre officiel reconnu par la profession médicale. Tel est le travail mené par le gouvernement depuis le vote du plan d'Ocamo. Maria, notre médecin généraliste, s'est rendue au ministère de la Santé pour faire un point de situation. Toutes les festivités prévues ce week-end à Poum ont été annulées. Plus de 1000 personnes étaient attendues pour le festival culturel Charabine et les 40 ans de la commune. C'est la maire Henriette Maille qui a pris cette décision pour la sécurité des délégations invitées, mais également des visiteurs. Donc la maire Henriette Maille qui a pris cette décision. Depuis hier soir, les coutumiers de Malabou, Arama, des îles Tonlo et Edjeban occupe un barrage filtrant. On écoute Joseph Pourou, membre du collectif des usagers. Entretien téléphonique avec Anissa Toussi. Nous, ce qu'on conteste, c'est la réalisation de la fête des 40 ans de la commune. Parce que nous estimons qu'on va fêter les 40 ans de la commune de Pau. Mais les besoins primaires, les infrastructures primaires ne sont pas encore résolus ou ils sont quasiment inexistants sur le territoire de la commune de Pau. Sur la Grande Terre même, dans la zone Malabou, la zone Gou, Botpass, où le réseau il passe, le réseau d'adduction en eau potable, il y a encore des foyers qui ne sont pas desservis. Ça fait 2 ou 3 ans que les gens entre autres, les gens de Yédéban ne voient pas l'eau couler au robinet, mais par conséquent, ils reçoivent des factures. Le collectif demande un entretien avec Madame le maire. Les problèmes d'eau touchent l'ensemble du pays. Depuis juin, on observe des précipitations inférieures aux normes saisonnières. Conséquence, cours d'eau et forages sont à sec. Comment s'organise la commune de Poum? Reportage Natacha Ogui. Armée d'outils, l'équipe du réseau AEP de la commune de Poum est ce matin sur l'îlot Tonlo. Leur objectif, entretenir la petite usine de dessalement qui depuis 4 ans maintenant approvisionne la vingtaine de foyers de l'île. L'usine a une capacité de 300 litres heure, donc en moyenne si elle tourne 24 heures, ça fait à peu près 7 mètres cubes d'eau produite pour l'usine quand elle tourne H24. Donc après de là, elle pousse jusqu'à là-haut au niveau du réservoir, là-haut, 20 000 litres là. Et après de là, en gravité, il est redistribué en réseau souterrain chez les administrés. La proximité des îlots Yédjeban et Bahaba leur permet d'être accordés au réseau d'eau de la commune. C'est cette conduite sous-marine qui traverse ici le chenal de Botpass qui fournit la trentaine de foyers de Yédjeban. Mais depuis le début de la saison sèche, l'eau de la conduite a plus de mal à circuler. Les agents municipaux ont trouvé un système D pour remplir le bassin de Bahaba qui dessert en gravité l'îlot Yédjeban. Et là, comme on a des soucis au niveau de notre réseau mère qui alimente le réservoir, eh ben, on a fait un raccordement un peu provisoire sur le réseau pour qu'on puisse, avec l'aide de la motopompe, la pompe hydraulique du camion, envoyer l'eau au réservoir de Bahaba, quoi. Là, il va accélérer pour envoyer. En plus des îlots, la commune doit aussi faire face aux besoins de nombreuses autres régions qui manquent elles aussi fortement d'eau. Le camion citerne est ici en train de remplir sa cuve
pour apporter de l'eau aux administrés à sec. Aujourd'hui, le camion, il doit faire entre 7 et 8 rotations par jour. Il faut savoir qu'il y a un captage, par exemple le captage de Narache. Ça fait un mois à peu près qu'il n'y a plus d'eau carrément au captage. Donc on a ravitaillé les gens, ravitaillé le bassin. Mais en ce moment, ça nous arrive même de rouler le samedi dimanche. Parce qu'on est obligé de pallier, quoi. Voilà. Depuis juillet, le camion citerne enchaîne les rotations. Les mois prochains s'annoncent donc difficiles pour les habitants de Poum. Madame la pluie est donc très désirée. À Koné, le problème de sécheresse se fait également sentir au quotidien. Depuis 2 semaines, les coupures d'eau sont régulières. Conséquence, une entreprise a dû cesser temporairement son activité et les habitants de certains lotissements obligés de s'organiser. Anissa Toussi. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'eau, donc on ne peut plus faire ni les cuissons, ni le lavage donc de la vaisselle et de la cuisine. Le gérant de ce restaurant, situé sur la zone artisanale de Bako, n'a plus d'autre choix aujourd'hui que de fermer boutique et mettre ses employés en congé ou au chômage technique. Moi, mon problème, c'était d'avoir de l'eau pour nettoyer la cuisine. Parce qu'avec toutes les normes qu'on a sanitaires, je ne pouvais pas la laisser 24 heures sans être lavée. J'ai commandé une cuve de 2000 litres pour justement pallier à ces problèmes. Elle sera mise en place vendredi. Et j'espère, s'il y a de l'eau, pouvoir la remplir donc soit avec la conduite ou soit avec l'aide des pompiers. Fabrice espère ainsi reprendre son activité dans le courant du week-end. Mais il n'est pas le seul à être impacté par cette coupure d'eau. 3 secteurs sont touchés. La tribu de Bako, la zone artisanale et la résidence Poadjan, tous alimentés par le même réseau. Ici, dans la résidence Poadjan, les techniciens d'Aquanor ont installé cette cuve de 4 mètres cubes, où les habitants peuvent venir se réapprovisionner. On nous a donné des bidons et puis installé une cuve qui est là et on récupère de l'eau à la cuve et on fait avec ça. Mais par contre, on a un petit problème, c'est que les bidons qu'ils nous ont donnés sont marqués que c'est du chlore pour les piscines et dessus c'est marqué poison. Et malgré tout, il faut faire avec ça. Donc nous, on récupère cette eau uniquement pour les toilettes. D'après Aquanor, ces bidons contenaient à l'origine de l'eau de Javel. Une fois rincée, il n'y a plus rien à craindre. Cependant, l'eau n'est pas conseillée pour la consommation, car non potable. Les pompiers sont venus, l'ont rempli. Et pour l'instant, on fait avec vraiment les moyens du bord. Pour leurs besoins domestiques, Fernand et sa famille ont opté pour une autre solution. Pour pouvoir faire la lessive, pour pouvoir faire la vaisselle, pour pouvoir se laver. Moi, j'ai été acheter des bidons. Et puis, on va prendre de l'eau à la station-service. Et voilà, jusqu'à présent, on s'est débrouillé comme ça. Ils ont bien voulu nous dépanner. Donc, on a une centaine de litres d'eau là de dépannage. Mais sans cela, on est coincé, quoi. Il faut à chaque fois aller courir après ça. Mais pour l'eau potable, pour boire, il faut qu'on l'achète, quoi. Il faudrait quand même faire une livraison d'eau potable. Pour connaître l'origine de ce problème, nous avons rencontré les équipes d'Aquanor sur le terrain. Ici, sur les hauteurs de la tribu de Bako, est installé ce réservoir d'eau qui alimente tout le réseau. On a des problèmes au niveau de la distribution, à partir d'ici, de ce réservoir, dû à plusieurs facteurs. Dû à l'augmentation de la consommation qui est liée à la sécheresse. Les gens consomment plus d'eau, arrosent plus, ce qui fait qu'on rencontre pas mal de soucis pour distribuer correctement l'eau en ce moment sur la zone Bako. C'est bien la sécheresse qui est la véritable cause de cette diminution de la ressource. Depuis lundi, ce forage a été arrêté car il ne peut plus fournir de l'eau de qualité. Tout le pompage est donc concentré sur un seul forage. Avant-hier soir, l'eau est revenue sur les 3 zones. Les habitants concernés doivent rester vigilants sur leur consommation en eau. Sécheresse oblige, nous devons limiter notre consommation d'eau. La zone VKP a d'ailleurs pris un arrêté interdisant d'arroser les pelouses, laver les voitures, nettoyer les terrasses, remplir les piscines ou encore jouer avec l'eau. Et regardez cette carte, la côte ouest est placée en risque très élevé, voire extrême de feux de forêt. Il faut être vigilant car les alizés en cette saison sont assez forts. Nous vous rappelons que l'usage de feux non domestiques est strictement interdit sur l'ensemble du territoire, l'ensemble du pays. Passons à notre page consacrée à la Coupe du Monde des moins de 17 ans.
Il n'y a pas eu de miracle cette nuit pour les Cagous, largement battus par le Honduras, 5-0. Retour sur cette rencontre avec Prosper Poigoux. Honduras-Nouvelle-Calédonie, c'était le match des battus en ouverture du groupe E. Les deux équipes devaient gagner non seulement pour se rassurer, mais aussi et surtout viser la qualification pour les huitièmes de finale. Les Cagous avaient pourtant bien commencé le match, s'offrant même le luxe de se créer la première occasion de la rencontre. Dès la première minute de jeu, Lionel Tanaena adressait une belle passe en profondeur éliminant 3 défenseurs. Richard, dommage, qui a écrasé un petit peu sa frappe. Pendant les 20 premières minutes, les Calédoniens rivalisent avec leurs adversaires du jour. Mais à la 24e, Joshua Canales adressait un centre fort devant les buts. Le défenseur Raúl Weniso ne voit pas l'attaquant Carlos Mejía dans son dos et c'est l'ouverture du score. 2 minutes plus tard, Raúl Weniso provoquait une faute à 20 mètres des buts de Robin Escorne. Un coup franc bien placé est transformé par Joshua Canales d'une frappe limpide. À 4 minutes de la pause, après un 1-2 avec Kenneth Martinez, Santiago Cabrera adressait un centre que Carlos Mejía reprenait du plat du pied pour le 3-0. 5 minutes après le retour des vestiaires, le Honduras bénéficiait d'une touche. Il est joué à 2 puis Axel Gomez centre au milieu d'une défense Cagou statique. Patrick Palacios en profite et d'une reprise de la tête trempe le portier calédonien 4-0 pour le Honduras. Les Cagous sont impuissants et n'arrivent pas à revenir au score et provoquent des fautes. À l'image de Titouan Richard qui à la 74e se fait déposséder la balle et pousse son adversaire. 4 minutes plus tard, il est coupable d'un tacle sur un adversaire qui n'avait pas le ballon. Oh, le geste d'humeur de Richard là, ça peut se payer très cher. Oh, c'est jaune. On l'a dit tout à l'heure, il est frustré, mais là... On comprend la frustration de Titouan Richard, mais... Ah ouais, mais il faut pas faire ça. Hein. À la 87e, Patrick Palacios marquera le 5e but pour son équipe, son second de la rencontre. Cette action et Palacios qui reprend. Jamie, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Tu nous présentes l'édito de la rédaction. Bonsoir Camille, l'édito, c'est tout de suite. « 7-1 contre la France, 5-0 face au Honduras. Moi, je vous dis haut et fort, bravo les Cagous, bravo les Calédoniens, bravo les petits frères. Et croyez-moi, ce n'est pas de la plaisanterie et ce n'est pas de la moquerie. Depuis 8 jours, vous avez fait l'objet de critiques acerbes. J'ai envie de dire aux footballeurs de salon qu'ils ont tort de porter un jugement hâtif. Comment ne pas être fier de 21 jeunes de moins de 17 ans qui ont permis à des millions de téléspectateurs de pouvoir situer le pays sur le globe? Comment ne pas être fier des jeunes qui se sont battus jusqu'au bout contre la grande équipe de France? Le monde professionnel a ses exigences et dans cette compétition, vous en avez fait les frais. Comment vous reprocher d'avoir perdu 7-1 quand on voit que l'Allemagne s'est inclinée 4-0 face à l'Iran? N'oublions pas que nous sommes amateurs dans le sens noble du terme. Vous avez permis au football calédonien de franchir un nouveau cap. Forte de cette expérience, vous reviendrez grandi et personne ne doit en douter. À votre tour, vous allez poursuivre le travail dans vos clubs respectifs. Vous allez tout faire pour conserver cette dynamique et je suis sûr qu'en 2019, vous décrocherez une nouvelle qualification pour la Coupe du Monde, celle des moins de 19 ans. Les petits frères, vous avez perdu 2 matchs, mais c'est une belle victoire que vous offrez, que vous ramenez ici pour le football calédonien. Tant pis pour les râleurs, vous faites la fierté de ce pays. Eh bien, Jamie, merci d'avoir remis les pendules à l'heure. Et j'ai envie de dire, va vite te reposer parce que ce samedi, je crois que les Cagous ont encore besoin de toi. Tu vas commenter leur match. C'est ça, à 22h30, Camille, samedi soir, ce sera face au Japon. Et diffusion, bien sûr, sur Calédonia. Merci. Le tirailleur kanak Kalepo Wabet, bientôt de retour au pays. La famille procédera à son inhumation à Tiga le 11 novembre prochain. En soutien aux familles et à la chefferie Tocanod, le Congrès organise actuellement une soirée échange sur ce retour. Qui est Kalepo Wabet? Reportage. Né en 1889, Kalepo Wabet, l'enfant de Tocanod, s'engage le 21 mars 1916. 3 mois plus tard, il quitte le pays à bord du Gange pour rejoindre l'Europe en guerre. À cette époque, il a 27 ans.
Dès son arrivée en Europe, il est dirigé sur les dépôts des isolés coloniaux à Marseille. Le 25 septembre 1918, il reçoit une citation à l'ordre du bataillon. Bon fusilier mitrailleur, il a fait preuve d'un grand sang-froid au cours des bombardements et tirs de barrage subis par la compagnie. Quelques jours plus tard, les tirailleurs kanaks sont engagés dans une opération qui les oblige à traverser des marais. Ils progressent en silence, de l'eau jusqu'aux épaules. Au petit matin, ils atteignent leur objectif. Ce jour même, Kalepo sera tué à l'ennemi lors de l'offensive de Vesle et Caumont. D'abord inhumé au cimetière militaire de Vesle, sa dépouille est transférée le 2 août 1924 au cimetière de la Désolation à Flavigny-le-Petit. Étant mort sans descendance, ce sont ses petits-neveux et nièces qui ont reçu le 11 novembre 2004 sa décoration, la Croix de guerre. Après plusieurs années de démarches, l'État accepte de prendre en charge le transfert des restes de Kalepo vers le pays. Symbole ultime, le tirailleur sera finalement inhumé sur sa terre natale le 11 novembre prochain. Portrait signé Vanessa Kédé. Nous avons pris l'habitude de suivre Maria, notre médecin généraliste qui parcourt le pays en quête de connaissances sur les médecines traditionnelles. Après plusieurs rencontres de terrain, elle se rend aujourd'hui au ministère de la Santé. Le gouvernement souhaite en effet reconnaître certaines médecines ancestrales et leur réserver une place dans le système de santé actuel. Reportage Guillaume Clerc, Jérôme Bodenès et Aligal Productions. En 2016, le gouvernement a voté le plan Docamo pour réorganiser le système de santé. Je rencontre Claude Gambé, le chef d'orchestre de ce plan. Selon lui, s'appuyer sur les médecines traditionnelles permettrait de faire des économies. La dépense totale pour ce qui concerne notre modèle social, c'est 202 milliards au 31 décembre 2014. 202 milliards. Mais comment voulez-vous qu'un petit pays de 200 000 habitants puisse soutenir ça? Nous sommes au pied du mur et nous n'avons plus de choix que de nous réinventer. Sur le plan économique, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Tous les pays qui ont homologué leur médecine traditionnelle ont vu leurs dépenses de santé diminuer de l'ordre de 40%. Beaucoup de pays s'appuient sur leur savoir thérapeutique. En Chine, la moitié des médicaments consommés viennent de la médecine traditionnelle. L'acupuncture et l'ayurveda sont exportés dans le monde entier. Même la Guyane et les Caraïbes ont déjà inscrit leurs plantes médicinales à la pharmacopée. Les médecins peuvent s'appuyer sur ces livres officiels et scientifiquement approuvés avec des posologies très précises. Là, je vois papaye, bouton, furoncle. Donc d'abord laver la peau, puis l'appliquer, bander la partie malade avec un tissu et ça, faire 2 fois par jour. Grâce à ce livre, un médecin des Caraïbes peut prescrire des plantes en toute légalité. Claude veut la même chose en Nouvelle-Calédonie. J'étais enfant. Voilà, je vais commencer par un exemple. J'ai un médecin de Nouméa qui a envie de prescrire des feuilles de corosol à quelqu'un qui a de la varicelle. Voilà. À ce jour, il n'y a aucun ouvrage scientifique qui démontre que la plante est efficace ou est recommandée en cas de varicelle. Le fait de le mettre dans un ouvrage scientifique, donc, avec la posologie, donc, pourra conforter le médecin dans sa pratique, mais d'un autre côté, l'usager se sentira valorisé, l'océanien se sentira valorisé dans le savoir de ses ancêtres. Voilà. Pour Claude, ce livre permettrait de réconcilier les patients avec le système de santé. Dernier épisode de ce feuilleton demain et vous verrez que le travail de ce livre a déjà commencé. Pas de gâteau, mais un nouveau spectacle ce week-end pour les 30 ans du son et lumière de Forterremba. L'association Marguerite et 160 bénévoles nous invitent à assister au procès d'un ancien bagnard jugé pour l'assassinat de son ami d'enfance. Nous avons suivi une répétition, Benjamin Lucas.
C'est bon, on va essayer d'attaquer. Hein, parce que là, sur le premier, on n'est pas nombreux. Il n'y a pas besoin de rameuter les foules. Enfin, on va juste récupérer Fabio. Allez, on va pouvoir commencer. Bon, il y a toujours le petit retard, le petit quart d'heure de retard traditionnel, mais allez, on peut attaquer le tableau numéro 4, donc qui s'intitule « La demande en mariage ». Voilà. Et vous? Qu'est-ce qui vous a conduit ici? Une lamentable erreur judiciaire pour une histoire de bijoux que j'avais soi-disant volés et que c'était même pas vrai. Ce spectacle, donc, ça fait maintenant 30 ans qu'il existe. Hein. À l'origine, en 1987, ce n'était qu'une poignée de quelques passionnés d'histoire sur la région de la Foix. Et donc on a souhaité mieux faire connaître ce site historique qui était Terrain-Bas, à l'époque totalement abandonné et inconnu de la plupart du public calédonien. Donc on a pensé que c'était le meilleur moyen de le faire revivre à travers donc un spectacle son et lumière, ce qui n'existait pas à l'époque sur le territoire. Le professionnalisme, il se ressent, c'est au niveau bien sûr de toute la partie technique, hein, avec la sonorisation, la lumière. Bon là on fait appel à des prestataires qui utilisent les dernières technologies. Hein. Les comédiens, il ne faut pas croire, hein, on n'est pas des spécialisés. Hein. On est tous des gens comme tout le monde, on est des gens de la Foix, de la région. Et voilà, c'est un peu une histoire de famille, Terrain-Bas. Hein. Boulin, elle est dans notre établissement depuis seulement 10 jours. Et je la sens un peu timide. Moi, je pense que j'ai progressé parce que maintenant, je sais qu'il faut amplifier les gestes puisque les spectateurs sont loin et essayer de connaître aussi les textes parce qu'il faut quand même que les textes soient synchronisés par rapport aux gestes et aux mouvements de la bouche. Il y a un petit peu d'appréhension, on a un peu des caractères un peu réservés, un peu comme moi. C'est un peu plus difficile, mais bon, on s'y fait avec le temps. À vous de juger, c'est ce samedi et dans 15 jours à Terrain-Bas. Pour les retardataires, il reste encore des places. Vous pouvez vous renseigner au 44 32 71. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite après, vous avez rendez-vous avec votre émission Bienvenue dans la bande. Chloé Yentao et Lou Lourdes vous feront découvrir l'association Symbiose. Voilà, à demain. Très bonne soirée sur Calédonia. Thank you.